À l'heure du brunch, mes parents ont souri et demandé « Ça fait quoi d'être l'enfant inutile ?» J'ai répondu « Ça fait quoi de perdre votre sponsor de vacances ?» Puis j'ai annulé le transfert de 12 000 $. Et le voyage en famille était terminé. J'étais assise à la table du coin du Riverside Bistro, regardant la lumière du soleil danser sur l'eau pendant que mes parents commandaient leur 3e tournée de mimosa. C'était un dimanche matin à Portland, et la foule du brunch bourdonnait de l'énergie du week-end. Mon frère Jeffrey avait choisi cet endroit, bien sûr. Il choisissait toujours des lieux où il pouvait être vu, où sa montre coûteuse captait la lumière juste comme il faut. « Barbara, tu as l'air fatiguée », dit ma mère, sa voix dégoulinant d'une sollicitude qui ne trompait personne à notre table. Toujours à faire ces longues heures à l'hôpital? J'étais infirmière en pédiatrie au Providence Medical Center. Et oui, je travaillais de longues heures, des gardes de nuit, des doubles gardes, les week-ends. Les enfants ne planifiaient pas leurs urgences en fonction des convenances de qui que ce soit. Mais ma mère faisait sonner cela comme un défaut de caractère plutôt qu'une carrière. L'emploi du temps a été intense, admis-je en prenant une gorgée de mon café. Nous avons eu un cas difficile cette semaine, un enfant de 7 ans avec une appendicite aiguë qui est arrivé à minuit. Comme c'est noble, dit Jeffrey, sans lever les yeux de son téléphone. À 32 ans, mon frère avait perfectionné l'art du multitâche méprisant. Pendant ce temps, je viens de conclure le contrat Henderson, 3,2 millions de revenus pour la firme. Mon père rayonnait. C'est mon garçon. Associé avant 40 ans. Je te le garantis. Jeffrey travaillait dans une société immobilière commerciale en centre-ville. Il portait des costumes qui coûtaient plus que mon loyer mensuel et conduisait une voiture qui aurait pu rembourser mes prêts étudiants de l'école d'infirmière 2 fois. Nos parents l'avaient aidé pour son MBA, son premier appartement, son portefeuille d'investissement. Ils appelaient ça « soutenir l'ambition ». Quand j'avais demandé de l'aide pour mes frais de certification d'infirmière il y a 6 ans, il m'avait suggéré d'apprendre à mieux gérer mon budget. 3,2 millions, répéta ma mère, tendant la main pour serrer celle de Jeffrey. Ton père et moi sommes si fiers. Barbara, tu as entendu ça? J'ai entendu, dis-je d'un ton neutre. Félicitations, Jeffrey. Merci, dit-il en levant enfin les yeux. Son sourire était acéré. Combien gagne une infirmière de nos jours? 50 000? 60? Jeffrey, dit mon père, mais il souriait aussi. Ne taquine pas ta sœur. Je ne la taquine pas. Je ne sais vraiment pas. Ça semble juste beaucoup de travail pour. Il laissa sa phrase en suspens, haussant les épaules. Pour ce que je gagnais, voulait-il dire, pour ce que je valais. Le serveur apporta nos plats et je me concentrai sur mon omelette pendant que ma famille discutait du dernier triomphe de Jeffrey. Apparemment, le contrat Henderson n'était qu'un début. Il avait 3 autres prospects en vue, chacun plus lucratif que le précédent. Mes parents buvaient chacune de ces paroles. Oh, avant que j'oublie, dit ma mère en sortant son téléphone. Ton père et moi en avons parlé, et nous avons décidé d'aller à Hawaï en décembre. 2 semaines à Maui. Jeffrey et sa petite amie nous rejoindront. Jennifer, précisa Jeffrey. Elle est excitée. Elle n'est jamais allée à Hawaï. Moi non plus, dis-je doucement. Ma mère agita la main. Eh bien, tu es la bienvenue si tu peux prendre des congés, bien que je sache combien c'est difficile avec ton emploi du temps. En plus, le resort est assez cher. 2 500 $ par personne, sans compter les billets d'avion. Je fis le calcul mental automatiquement. Pour 4 personnes, en supposant que Jennifer était couverte séparément, cela faisait au minimum 10 000 $, plus les vols qui ajouteraient au moins 2 000 $ de plus, soit 12 000 $ au total, probablement plus. Ça a l'air charmant, dis-je, et je le pensais. Malgré tout, j'aimais mes parents. Je voulais qu'ils profitent de leur retraite. Vous méritez de belles vacances tous les deux. C'est ce qu'on s'est dit aussi, dit mon père. Après tout, nous avons travaillé dur toute notre vie. Il est temps de profiter des fruits de notre labeur. Jeffrey me regarda alors, me regarda vraiment, et quelque chose de cruel vacilla dans ses yeux. Ça doit être agréable, n'est-ce pas, Barbara? Prendre des voyages coûteux, vivre confortablement. Bien sûr, certains d'entre nous ont dû travailler pour ça. Je travaille, dis-je, en gardant ma voix calme. 48 heures rien que cette semaine. Bien sûr,
mais soyons honnêtes sur la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Je veux dire, être infirmière, c'est bien si on veut se contenter de la médiocrité, mais le vrai succès exige de l'ambition. Ma mère hocha la tête d'un air pensif. Jeffrey a raison, ma chérie. Tu t'es toujours contenté de juste t'en sortir. Même à l'école, tu faisais le minimum pour passer plutôt que de te pousser à exceller. Ce n'était pas vrai. J'avais été diplômé avec mention de l'école d'infirmière tout en travaillant à 2 emplois à temps partiel, mais il l'avait déjà oublié. Ou peut-être ne l'avait-il jamais remarqué. Je sauve des vies, dis-je doucement. La vie d'enfant. Bien sûr que tu le fais, dit mon père, d'un ton conciliant. Et nous apprécions cela. La société a besoin d'infirmières. Nous aurions juste souhaité que tu vises un peu plus haut, c'est tout. Tu as toujours été une fille si brillante. A été. Passé. La conversation reprit son cours. Mes parents discutaient des commodités du resort pendant que Jeffrey leur montrait des photos de la vue de son bureau. Je finis mon omelette et me demandais pourquoi je continuais à venir à ces brunchs. Pourquoi je continuais à me soumettre à ces petites cruautés déguisées en sollicitude familiale. Parce que c'étaient mes parents. Parce que Jeffrey était mon frère. Parce que la famille était censée compter, même quand ça faisait mal. Alors, Hawaï en décembre, dit de nouveau ma mère, presque rayonnante. Nous partons le 15. 2 semaines de paradis. Pas de travail, pas de stress, juste les plages et la détente. Ça a l'air parfait, dis-je, et je le pensais. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver. Le dimanche suivant, nous nous retrouvâmes au même bistrot. Cette fois, mes parents arrivèrent avec des sacs de shopping de magasins chers du centre-ville. Ma mère exhiba un nouveau sac à main de créateur tandis que mon père montrait son dernier achat de club de golf. Il faut être bien habillé à Hawaï, expliqua ma mère, en sortant du papier de soie de son sac pour révéler un ensemble de villégiatures en soie. Et ton père devait absolument avoir ce driver. Le resort a un parcours de golf de championnat. Je calculai rapidement. Le sac à main coûtait facilement $1500. Le club de golf au moins 1000. Plus les vêtements que ma mère continuait de montrer. Quelques centaines de plus au minimum. Ils sont magnifiques, dis-je honnêtement. Ma mère avait un excellent goût. Toujours eu. La couleur te va bien. Merci, ma chérie. Je le pensais aussi. Elle jeta un coup d'œil à ma tenue, ma simple robe en coton de chez Target, et je vis la lueur familière de déception. Tu sais, tu pourrais investir un peu plus dans ton apparence. Les premières impressions comptent, surtout à ton âge. J'avais 28 ans, pas 50. Mais je laissais passer. Jeffrey arriva en retard comme d'habitude, accompagné de Jennifer. Elle était jolie d'une manière évidente, avec un maquillage parfait et des cheveux parfaitement coiffés. Elle travaillait dans le marketing, me souvins-je, dans une agence branchée du centre-ville. Désolé, nous sommes en retard, dit Jeffrey, sans avoir l'air désolé du tout. Nous étions chez le concessionnaire Porsche. Jennifer voulait essayer le nouveau Cayenne. Il est magnifique, s'extasia Jennifer. Jeffrey dit que si j'obtiens ma promotion, nous devrions sérieusement l'envisager. Ma mère joignit les mains. Comme c'est merveilleux. Barbara, ne serait-ce pas agréable d'avoir une voiture comme ça? J'ai une voiture, dis-je. Elle fonctionne bien. Cette vieille Honda, ricana Jeffrey. Elle doit avoir 200 000 miles au compteur maintenant. 183 000, corrigez-je. Et oui, elle fonctionne parfaitement. J'en prends bien soin. C'est la différence entre nous, dit Jeffrey, en se penchant en arrière sur sa chaise. J'investis dans la qualité. Toi, tu te contentes du fonctionnel. C'est une question de mentalité. Le serveur prit nos commandes. Je choisis le plat le moins cher du menu, une habitude prise après des années de finances soigneusement gérées. Ma famille commanda des entrées, des plats principaux chers, une bouteille de vin. Ils partageraient l'addition à parts égales à la fin, comme toujours, ce qui signifiait que je subventionnerais leur indulgence. Mais le faire remarquer ferait de moi une personne mesquine, ingrate. De petits prix à payer pour la famille, n'est-ce pas? Alors, Barbara, dit mon père une fois le vin arrivé, ta mère et moi avons discuté de quelque chose, et nous voulions t'en parler. J'attendis, sentant le changement d'atmosphère. Jennifer devint soudainement très intéressée par son téléphone.
Jeffrey eut un sourire en coin dans son verre de vin. Le voyage à Hawaï, commença ma mère. Comme nous l'avons mentionné, c'est assez cher, et ton père et moi sommes à la retraite, vivant avec un revenu fixe. C'était techniquement vrai, bien que le revenu fixe comprenne sa pension substantielle, ses investissements à elle, et la propriété locative qu'il possédait à Vancouver. Il n'était guère en difficulté. Nous nous demandions, continua mon père, si tu ne voudrais pas contribuer au voyage, comme un cadeau pour tes parents. Je clignai des yeux. Contribuer à hauteur de combien? Eh bien, le tout s'élève à environ 12 000 $, dit ma mère. Nous pensions que si tu pouvais le couvrir en guise de remerciement pour tout ce que nous avons fait pour toi au fil des ans, ce serait un geste adorable. 12 000 $. C'était 4 mois de mon loyer. C'était près d'un quart de mon salaire annuel net après impôts. C'était la compte que j'économisais depuis 3 ans, dans l'espoir d'acheter un jour un petit condo. C'est beaucoup d'argent, dis-je lentement. Nous t'avons élevé pendant 18 ans, dit mon père, son ton se durcissant légèrement. T'avons nourri, vêtu, mis un toit sur ta tête. Tu peux sûrement gérer cette seule chose. Jeffrey contribue, ajouta ma mère. Il paie la part de Jennifer. Tu vois comme il prend soin de la famille. Bien sûr qu'il le faisait. Jeffrey gagnait 6 fois ce que je gagnais. 12 000 $ étaient de l'argent de poche pour lui. Je dois y réfléchir, dis-je. La table devint silencieuse. Jennifer bougea, mal à l'aise. Le sourire en coin de Jeffrey s'élargit. Y réfléchir, répéta ma mère, sa voix froide. Nous te demandons un seul geste de gratitude, Barbara. Une seule reconnaissance de tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Je travaille 48 heures par semaine, dis-je, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Je sauve la vie d'enfants. Je pense avoir fait quelque chose de ma vie. Tu es une infirmière, dit Jeffrey sèchement. Tu es du personnel de service. Ne prétendons pas que tu fais des miracles ici. Ça suffit, dit mon père. Mais il me regardait, moi, pas Jeffrey. Ton frère souligne simplement qu'il y a des niveaux de réussite. Et franchement, Barbara, tu t'es toujours contenté des niveaux inférieurs. Les mots tombèrent comme des coups physiques. Niveaux inférieurs. Comme si mesurer la pression artérielle, administrer des médicaments et tenir la main d'un enfant terrifié pendant une procédure ne signifiait rien. Comme si la nuit où j'avais aidé à réanimer un enfant de 3 ans et l'avais ramené du seuil de la mort avait moins de valeur que les affaires immobilières de Jeffrey. J'y réfléchirai, répétai-je, ma voix à peine stable. Bien, dit ma mère en claquant sa serviette sur la table. Réfléchis-y. Mais nous avons besoin d'une réponse d'ici vendredi. Le paiement final est dû, et nous devons savoir si tu vas prendre tes responsabilités ou si nous devrons revoir nos plans à la baisse. Le repas se poursuivit dans un silence tendu. Quand l'addition arriva, ils la divisèrent à parts égales comme toujours. Ma salade à 12 $ me coûta 48 $ après avoir subventionné leurs vins, leurs entrées et leurs plats principaux coûteux. Je rentrai chez moi les mains tremblantes sur le volant, leurs mots résonnant dans ma tête. Niveaux inférieurs, personnel de service, se contenter de la médiocrité. J'avais passé les 6 dernières années à me consacrer à la guérison des enfants, à apporter du réconfort dans leurs moments les plus effrayants, à être la main stable à laquelle les parents confiaient leurs trésors les plus précieux. Et pour ma famille, j'étais inutile. Ce soir-là, je m'assis dans mon petit appartement et fixai mon compte en banque. 3 ans d'économie prudente avaient porté mon fonds d'acompte à 13 000 $. Chaque garde supplémentaire, chaque vacances sautée, chaque dîner cuisiné à la maison au lieu d'être commandé avait contribué à ce montant. Si je leur donnais 12 000 $, je reviendrais à la case départ, locataire pour toujours, sans jamais construire de capital, sans jamais avoir la sécurité de la propriété. Et pourquoi? Pour financer les vacances de luxe de mes parents pendant qu'ils me traitaient de médiocre. Mais c'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, comme ils ne cessaient de me le rappeler. Ne leur devais-je pas quelque chose? Je pensais à appeler mon amie Teresa qui travaillait avec moi à l'hôpital. Elle avait rencontré ma famille une seule fois, lors d'un barbecue il y a 2 ans, et m'avait demandé ensuite pourquoi je les laissais me traiter comme ça. Je n'avais pas eu de bonne réponse à l'époque. Je n'en avais toujours pas maintenant. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable et regardai le resort où ils allaient séjourner. C'était magnifique. Un luxe 5 étoiles avec des piscines à débordement,
un accès privé à la plage et des restaurants qui facturaient $40 pour le petit déjeuner. Le genre d'endroit que je ne pourrais jamais me permettre, pas avec mon salaire. Mais je pouvais me le permettre pour eux, techniquement, si je détruisais mes économies. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. As-tu réfléchi à notre conversation? Ton père et moi attendons pour finaliser la réservation. Il était 22 heures. J'avais fait une garde de 12 heures. J'étais épuisé jusqu'à la moelle, et elle me pressait pour de l'argent avant même que j'aie eu le temps de digérer la demande. Je posai le téléphone sans répondre. Mardi apporta un autre SMS. Barbara, nous avons besoin de ta réponse. Ça devient ridicule. Mercredi, mon père appela. Ta mère est très blessée par ton silence. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies, avec froideur. Jeudi, Jeffrey envoya un message. Paie juste le voyage, Barbara. Arrête d'être égoïste. Ce sont nos parents. Facile à dire pour lui. La part de sa petite amie était probablement de $8 000 au maximum, et il gagnait 15 fois cela en un mois. Vendredi matin, je me réveillai pour trouver cet appel manqué et une série de SMS. Le dernier, de ma mère, disait « Si nous n'avons pas de nouvelles de toi d'ici midi, nous saurons où nous en sommes. Nous nous en souviendrons, Barbara. » J'arrivai au travail, me sentant vidé de l'intérieur. Le service de pédiatrie était occupé comme toujours. Un garçon de 6 ans nommé Trevor avait été admis pendant la nuit pour une pneumonie. Sa mère était assise à son chevet, les yeux rouges et terrifiés, tenant sa petite main. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» me demanda-t-elle alors que je vérifiais ses signes vitaux. Il réagit bien aux antibiotiques, l'assurai-je. Ses niveaux d'oxygène s'améliorent. Nous le garderons en observation, mais je pense qu'il s'en sortira très bien. Elle se mit à pleurer. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été si gentil avec nous. Je pensais aux mots de mes parents. Personnel de service, niveaux inférieurs. Comme si ce moment, le soulagement de cette mère, la guérison de cet enfant, ne signifiait rien. Pendant ma pause déjeuner, je m'assis à la cafétéria de l'hôpital et pris une décision. Je paierai pour le voyage. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je ne pourrais pas supporter la culpabilité autrement. C'étaient mes parents. C'était ce que faisait une famille. Je transférai $12 000 de mon épargne à mon compte courant, puis je mis en place un virement vers le compte de ma mère. Mais avant que je puisse finaliser le transfert, mon téléphone sonna. Barbara. La voix de ma mère était enjouée, excitée. Nous sommes ici au Béastro. Jeffrey a suggéré que nous déjeunions tous ensemble. Peux-tu venir? Nous avons de si bonnes nouvelles à partager. Je suis au travail, dis-je. Je suis en pause déjeuner. Oh, ça ne prendra pas longtemps. Nous sommes juste au coin de la rue de l'hôpital. S'il te plaît, ça signifierait tellement pour ton père et moi. Quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise, mais j'acceptais. 20 minutes plus tard, j'entrai dans le même Béastro où tout avait commencé. Ma famille était assise à la même table du coin, des coupes de champagne déjà remplies. Jeffrey avait son bras autour de Jennifer, qui portait un énorme diamant à sa main gauche. « Nous sommes fiancés !» cria ma mère alors que j'approchais. Jeffrey a fait sa demande hier soir. N'est-ce pas merveilleux? Je regardais mon frère, son sourire suffisant, et me forçais à faire écho à son enthousiasme. Félicitations. C'est une merveilleuse nouvelle. Le mariage aura lieu l'automne prochain, dit Jeffrey. Nous pensons à une cérémonie à l'étranger. Peut-être en Italie ou sur la Côte d'Azur. Comme c'est excitant, dis-je, me sentant engourdi. Ma mère me prit la main. Maintenant, à propos du voyage à Hawaï. As-tu pris ta décision? Tous les yeux se tournèrent vers moi. Jennifer avait l'air curieuse. Jeffrey avait l'air amusé. Mes parents avaient l'air d'attendre. Et soudain, je l'entendis. L'entendis vraiment. Barbara, ma chérie, dit mon père en se penchant en avant. Nous savons que l'argent est un peu juste pour toi. Mais tu comprends sûrement à quel point c'est important pour nous. Nous t'avons tant donné. Ne penses-tu pas qu'il est temps de donner en retour? J'y ai réfléchi, dis-je lentement. À tout ce que vous m'avez donné. Bien, dit ma mère en souriant. Alors tu vas transférer l'argent aujourd'hui.
En fait, dis-je, j'avais d'abord une question sur tout ce que vous m'avez donné. Jeffrey ricana. C'est reparti. Vous avez payé le MBA de Jeffrey? Dis-je, gardant ma voix calme. C'était quoi, 80 000 $? Mon père agita la main. Un investissement dans son avenir. Vous lui avez donné 20 000 $ pour un acompte sur son premier condo. Il avait besoin d'aide pour démarrer, dit ma mère. Vous vous êtes porté garant pour le leasing de sa voiture. Vous avez payé pour sa garde-robe professionnelle. Vous lui avez donné des fonds de démarrage pour des investissements. Je l'ai regardé fixement. Au total, combien diriez-vous que vous avez donné à Jeffrey au fil des ans? C'est différent, dit mon père, sa voix se refroidissant. Jeffrey a toujours été motivé, a toujours eu de l'ambition. Nous soutenions son potentiel. Et que m'avez-vous donné? Silence. Pour l'école d'infirmière, continuai-je. J'ai demandé 5 000 $ pour aider avec les frais de certification. Vous avez dit non. Vous m'avez dit de mieux gérer mon budget, de travailler plus d'heures, de me débrouiller. Tu t'es débrouillé, dit ma mère. Tu vois, ça a forgé ton caractère. Donc le potentiel de Jeffrey méritait un soutien à 6 chiffres, mais mon caractère devait être forgé par la difficulté. Barbara, dit Jeffrey, sa voix dure. Ne fais pas ça. Ne rends pas les choses laides. Mais je prenais déjà mon téléphone, ouvrant mon application bancaire, trouvant le virement de 12 000 $ que j'avais programmé, mais pas encore finalisé. Mon doigt flottait au-dessus du bouton d'annulation. Qu'est-ce que tu fais? Demanda ma mère en se penchant pour voir l'écran de mon téléphone. Je vérifie juste quelque chose, dis-je, fixant le virement en attente. 12 000 $. Toutes mes économies. 3 ans de sacrifice réduits à un nombre sur un écran. Bon, dépêche-toi, dit Jeffrey. Certains d'entre nous ont de vrais boulots à retrouver. Le serveur apparut avec une autre tournée de champagne. Mon père leva son verre. À la famille, dit-il, et à Barbara qui prend enfin ses responsabilités. Ils burent tous. Je posai mon téléphone face contre la table. En fait, dis-je, je voulais vous demander quelque chose. Quand vous pensez à moi, à ma vie, que voyez-vous? Ma mère fronça les sourcils. Quel genre de question est-ce là? Une question sincère. Que voyez-vous quand vous me regardez? Jeffrey leva les yeux au ciel. Nous voyons une infirmière. Nous voyons quelqu'un qui travaille dur mais qui n'a jamais vraiment compris comment traduire cela en véritable succès. Pourquoi? Parce que je veux comprendre quelque chose, dis-je. Je veux comprendre comment je suis passé de votre fille à votre déception. Tu n'es pas une déception, dit mon père. Mais sa voix manquait de conviction. Tu es juste différente de Jeffrey. Différente comment? Jeffrey a de la motivation, expliqua ma mère comme si elle parlait à un enfant. Il a vu des opportunités et les a saisies. Il a travaillé. Il a élaboré des stratégies. Il a construit quelque chose d'impressionnant. Toi, tu as choisi une profession d'aide, ce qui est admirable, mais soyons réalistes quant à ses limites. Les limites de sauver la vie d'enfants. Ne sois pas dramatique, dit Jeffrey. Tu es une infirmière, pas une neurochirurgienne. Il y a des milliers d'infirmières. Tu es remplaçable. Le mot flotta dans l'air entre nous. Remplaçable. C'est ce que vous pensez tous, demandai-je doucement. Que je suis remplaçable? Nous pensons que tu te contentes de peu, dit mon père. Nous pensons que tu aurais pu être plus si tu t'étais poussé plus fort. Regarde Jeffrey. Il a pris des risques. Il a noué des contacts. Il a créé de la valeur. Que as-tu créé, toi? Je pensais à Trevor, à l'étage, qui respirait plus facilement grâce à mes soins. Je pensais aux jumeaux prématurés que j'avais surveillés pendant 6 semaines jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour rentrer chez eux. Je pensais à l'adolescente atteinte de leucémie qui m'avait dit que j'étais la seule personne qui ne la traitait pas comme si elle était en train de mourir. Que avais-je créé? J'avais créé des moments de réconfort dans des circonstances terribles. J'avais créé le calme dans le chaos. J'avais créé de l'espoir là où il y avait de la peur. Mais pour ma famille, ces choses n'avaient aucune valeur. Elles ne pouvaient pas être mesurées en dollars, en prestige ou en statut social. Vous savez quoi? Dis-je en prenant mon téléphone. Vous avez raison. Je devrais donner en retour.
Après tout, vous m'avez tant donné. Le visage de ma mère s'illumina. Tu vois, je savais que tu comprendrais. 18 ans de nourriture, de logement et d'éducation de base, continuai-je. C'est ce que vous m'avez donné. Ce que la loi vous obligeait à me donner. Ce que n'importe quel parent donne à son enfant. Ce n'est pas juste, dit ma mère, sa voix s'aiguisant. Nous t'avons donné de l'amour. Nous t'avons donné un foyer. Vous avez donné à Jeffrey $100 000 de soutien financier direct à l'âge adulte, dis-je. Vous m'avez fait la morale sur la gestion de mon budget quand j'ai demandé $5 000. Parce que tu devais apprendre la responsabilité, dit mon père, son visage devenant rouge. Non, parce que vous avez décidé que Jeffrey valait la peine d'investir et que moi non. Vous avez décidé que ses rêves comptaient et que les miens n'étaient que des passe-temps. Vous avez décidé qu'il était le succès et que j'étais la déception avant même que l'un de nous ait eu la chance de faire ses preuves. Jeffrey claqua son verre sur la table. C'est pathétique. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse que j'accomplisse plus que toi. Accomplir quoi? Demandai-je. Rendre les riches plus riches. Vendre des bâtiments. Au moins, j'aide les gens. Tu es une serveuse glorifiée avec une formation médicale, lâcha-t-il. Ne fais pas comme si tu étais Mère Teresa. Les gens aux tables voisines commençaient à nous dévisager. Ma mère le remarqua et baissa la voix jusqu'à un murmure de colère. Barbara, tu fais une scène. Quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, tu l'as fait. Maintenant, transfère l'argent et finissons en. Ou quoi, demandai-je. Ou quoi, répéta mon père. Ou nous saurons exactement qui tu es. Nous saurons que tu es égoïste. Nous saurons que tu n'accordes pas de valeur à la famille. Comme toi tu m'en accordes. Nous t'avons invité à Hawaï, siffla ma mère. Nous t'avons incluse dans nos plans. Vous m'avez invité à financer vos vacances, corrigeai-je. Il y a une différence. Jennifer intervint pour la première fois. Peut-être que nous devrions tous prendre une grande respiration. Reste en dehors de ça, lui dit Jeffrey, puis il se tourna de nouveau vers moi. Tu sais quel est ton problème, Barbara? Tu es amère. Tu es pleine de ressentiment. Tu ne supportes pas que j'ai réussi là où tu as échoué. Alors, tu te déchaînes. Je n'ai pas échoué, dis-je. J'ai choisi différemment. Il y a une différence. Continue de te dire ça, dit-il. Pendant ce temps, le reste d'entre nous sera à Hawaï, profitant des vacances que tu as été trop mesquine pour financer. Le visage de ma mère se décomposa. Ça fait quoi, Barbara? Ça fait quoi d'être l'enfant inutile? Celle qui prend et ne donne jamais en retour. Celle qui ne peut même pas faire cette seule chose pour les parents qui l'ont élevée. Les mots étaient conçus pour blesser. Et ils le firent. Mais sous la blessure, quelque chose d'autre monta. Quelque chose de vif et de clair, et d'absolument fatigué de tout ça. Je regardais à nouveau mon téléphone. Le virement en attente brillait sur l'écran. Vous voulez savoir ce que ça fait? Demandai-je. Être l'enfant inutile? Nous attendons, dit froidement mon père. Ça ressemble à la liberté, dis-je, et j'annulai le virement. Le changement dans l'air fut immédiat. Ma mère haleta. Jeffrey se figea au milieu d'un geste pour prendre son champagne. Le visage de mon père passa du rouge au violet. Qu'est-ce que tu viens de faire, murmura ma mère. J'ai annulé le virement, dis-je calmement. Vous n'aurez pas mon argent. Tu ne peux pas être sérieuse, dit Jeffrey. Tu ne peux pas être aussi mesquine. Regarde-moi faire. Je me levai, ramassant mon sac à main. Vous vouliez savoir ce que j'ai créé. J'ai créé des limites, à partir de maintenant. Assieds-toi, ordonna mon père. Nous n'avons pas fini de discuter de ça. Si, nous avons fini. Je retourne au travail, où apparemment je ne suis qu'une employée de service remplaçable. C'est drôle comme les gens remplaçables doivent quand même se présenter et faire leur travail. Drôle comme tout le système s'effondrerait sans nous. Barbara, dit ma mère, les larmes coulant maintenant sur son visage. S'il te plaît, tu es cruelle. Je suis honnête. Il y a une différence. Le voyage est dans 2 semaines, cria-t-elle. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je ne sais pas, dis-je. Peut-être revoir vos plans à la baisse. Peut-être séjourner dans un resort moins cher.
Peut-être demander à Jeffrey de contribuer davantage, puisqu'il est l'enfant de valeur. C'est insensé, dit Jeffrey, se levant à son tour. Tu es en train de détruire ta famille pour 12 000 $. Non, dis-je. Vous m'avez rejeté le jour où vous avez décidé que je ne valais pas le même investissement que toi. Je ne fais qu'accepter la réalité. Je me dirigeais vers la sortie. Derrière moi, j'entendais ma mère sangloter, mon père crier, Jeffrey jurait. Les autres clients regardaient avec un intérêt non dissimulé. Je m'en fichais. Dans le parking, je m'assis dans ma vieille Honda avec ses 183 000 miles, et je tremblais, non pas de peur ou de regret, mais du pur soulagement d'avoir enfin dit non. Mon téléphone se mit à sonner immédiatement. Ma mère, puis mon père, puis Jeffrey. Je le mis en silencieux et retournai à l'hôpital. Trevor était réveillé quand je revins dans le service. Il avait meilleure mine, sa respiration était plus facile. Sa mère sourit en me voyant. « Merci pour tout, dit-elle. Le docteur dit qu'il pourra rentrer à la maison demain. C'est une merveilleuse nouvelle, dis-je, et je le pensais. C'était ça, ma valeur. Ce moment, la guérison de cet enfant, le soulagement de cette mère. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre appel de ma famille. Je le refusai et me remis au travail. Le week-end apporta un barrage de messages. Des messages vocaux de ma mère alternant entre les pleurs et la colère. Des SMS de mon père m'accusant d'égoïsme et d'ingratitude. Un long email de Jeffrey expliquant en détail comment j'avais tout gâché et pourquoi j'étais une personne horrible. Je les ai tous supprimés. Dimanche soir, Teresa appela. Alors, j'ai entendu dire que tu avais enfin remis ta famille à sa place. S'il te plaît, dis-moi que les rumeurs sont vraies. Comment l'as-tu appris, demandai-je. Ma cousine était dans ce béastro. Elle a dit que c'était la chose la plus dramatique qu'elle ait vue en dehors de la télé-réalité. Elle m'a envoyé un SMS disant « Ton amie Barbara vient de détruire sa famille au brunch. » Génial, marmonnai-je. Ce n'est pas du tout mortifiant. Tu plaisantes? C'est incroyable. Ça fait des années que j'attends que tu tiennes tête à ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui racontai tout. Le voyage, les attentes, les mots à table. Quand j'eus fini, Teresa resta silencieuse un long moment. Je suis fière de toi, dit-elle enfin. Il a fallu du courage. Il a fallu de la colère, corrigeai-je. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire. Barbara, ils t'ont littéralement traité d'inutile en face dans un restaurant public. Qu'est-ce que tu étais censé faire d'autre? C'est ma famille. Et alors? La famille n'a pas un laissez-passer pour être abusive. Et oui, avant que tu n'argumentes, c'était de l'abus. De l'abus émotionnel. Tu le sais. Je le savais. Je l'avais su pendant des années, mais je m'étais convaincu que c'était juste leur façon d'être, juste leur façon de montrer de l'amour. Mais l'amour ne ressemblait pas à ça. L'amour ne mesurait pas la valeur en signes de dollars. Et si j'ai tort? Demandai-je. Et si je suis égoïste? Alors sois égoïste, dit fermement Teresa. Tu as passé 28 ans à les faire passer en premier. Il est peut-être temps de te faire passer en premier pour une fois. Nous parlâmes encore 1 heure. Quand nous raccrochâmes, je me sentis plus stable. Lundi, au travail, une visite surprise m'attendait. Jennifer se présenta pendant ma pause de l'après-midi, l'air mal à l'aise dans la salle d'attente de l'hôpital. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Nous allâmes à la cafétéria. Elle nous acheta du café à toutes les deux, ce qui ressemblait à une offrande de paix. « Je voulais m'excuser, dit-elle. Pour ce qui s'est passé au béastro. C'est devenu moche. » En effet, approuvai-je. Pour ce que ça vaut, je pense que tu avais raison sur la plupart des choses. Vraiment? Je haussai les sourcils. La plupart des choses. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de café. Je suis avec Jeffrey depuis 2 ans. Pendant ce temps, j'ai entendu probablement une centaine de commentaires sur toi. Comment tu as gâché ton potentiel, comment tu as fait le mauvais choix, comment tu n'arriveras jamais à grand-chose. Et honnêtement, j'ai suivi le mouvement parce que je ne te connaissais pas assez bien pour remettre en question le récit. Et maintenant? Maintenant, je réalise que je suis fiancé à quelqu'un qui pense que le succès est la seule mesure de la valeur, qui traite sa sœur comme une ordure parce qu'elle gagne moins d'argent que lui,
qui croit sincèrement que certaines personnes sont tout simplement meilleures que d'autres. C'est la personne que tu vas épouser, fis-je remarquer. Je sais, soupira-t-elle. Je ne sais pas encore quoi faire de cette information, mais je voulais que tu saches que ce qu'ils t'ont dit était faux. Objectivement faux, et j'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Merci, dis-je, et je le pensais. Ça aide vraiment. Le voyage a été annulé, au fait, ajouta-t-elle. Pas revu à la baisse, complètement annulé. Tes parents n'ont pas les 12 000 $. Ils supposaient que tu paierais, alors ils ne les ont pas économisés eux-mêmes. Jeffrey a proposé de couvrir les frais, mais ton père a refusé. Fierté, je pense, ou entêtement. Peut-être les deux. J'absorbais l'information. Ils avaient été si certains que je céderais qu'ils n'avaient même pas préparé de plan B, comment Jeffrey le prend-il? Demandai-je. Mal. Ils pensent que tu leur dois des excuses. Ils parlent de t'exclure des événements familiaux à moins que tu ne t'excuses et ne paies pour un voyage de remplacement. Bien sûr qu'il le fait. Jennifer se leva pour partir, puis s'arrêta. Je peux te poser une question? Pourquoi es-tu devenue infirmière? La question me prit au dépourvu. Parce que je voulais aider les gens. Parce que quand j'avais 16 ans, la petite sœur de ma meilleure amie est morte de leucémie. Et les infirmières de l'hôpital ont été les seules personnes qui ont rendu ce cauchemar supportable. Je voulais être ça pour quelqu'un d'autre. C'est une bonne raison, dit Jennifer doucement. Meilleure que la raison de Jeffrey pour l'immobilier, qui est essentiellement juste l'argent. Après son départ, je m'assis seul avec mon café et pensais à cette conversation. C'était la première fois que quelqu'un de l'entourage de ma famille suggérait que j'avais peut-être fait le bon choix. Ce soir-là, ma mère appela. Je débattais de laisser le message aller sur la messagerie vocale, mais je répondis. Allô, maman. Ton père et moi avons discuté de cette situation, dit-elle, sa voix formelle et froide. Nous avons décidé de te donner une chance de réparer ça. Quelle générosité. Ne sois pas sarcastique. C'est sérieux. Si tu t'excuses et transfères l'argent d'ici vendredi, nous pardonnerons tout cet incident et irons de l'avant. Sinon, nous n'aurons d'autre choix que de réévaluer notre relation avec toi. Réévaluer comment? Tu ne seras pas invité aux événements familiaux. Tu ne seras pas incluse dans les fêtes. Tu seras essentiellement livré à toi-même jusqu'à ce que tu apprennes à valoriser correctement la famille. Je fermai les yeux. C'était l'ultimatum que je savais imminent. Le dernier jeu de pouvoir. Donc, mes options sont de vous donner 12 000 $ et d'accepter d'être traité terriblement, ou de refuser et de perdre complètement ma famille. Tes options sont d'honorer ta famille ou de choisir l'égoïsme. Ce sont les options que tu as créées par ton comportement. Mon comportement, répétai-je. Pas le comportement de Jeffrey quand il m'a traité de remplaçable. Pas le comportement de père quand il m'a traité de déception. Pas votre comportement quand vous m'avez demandé de financer vos vacances alors que vous m'aviez donné une fraction du soutien que vous avez donné à Jeffrey. Mon comportement. Nous t'avons élevé pendant 18 ans. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi. Cela ne vous donne pas droit aux économies de ma vie. Alors je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire, dit-elle. Au revoir, Barbara. Quand tu grandiras et que tu réaliseras ce que tu as gâché, ne t'attends pas à ce que nous t'attendions. Elle raccrocha. Je m'assis dans le silence de mon appartement et attendis de me sentir dévasté. Au lieu de cela, je me sentis plus légère, comme si un poids que je portais depuis 28 ans avait enfin été levé. Mon téléphone vibra. Un SMS de Jeffrey. J'espère que tu es contente. Tu as détruit maman. Elle pleure depuis des heures. Tout ça parce que tu es trop radine pour aider ta propre famille. Tu es morte pour moi. Je bloquai son numéro. Puis je bloquai aussi les numéros de mes parents. C'était le mercredi 11 octobre. Le jour où je suis devenue orpheline par choix. Octobre devint novembre. Les feuilles à Portland prirent de brillantes teintes de rouge et d'or avant de tomber pour tapisser les trottoirs. Je faisais mes gardes, rentrais dans mon appartement tranquille, et apprenais lentement ce que c'était que d'exister sans le poids constant de décevoir quelqu'un. Teresa m'invita à Thanksgiving avec sa famille. Ils étaient bruyants, chaotiques et se disputaient sur la politique pendant le dîner, mais en dessous de tout ça, il y avait une affection sincère. Sa mère me posa des questions sur mon travail et écouta vraiment les réponses.
Son père raconta des blagues terribles qui firent grogner tout le monde, mais rire aussi. C'est à ça que la famille est censée ressembler, me chuchota Teresa pendant que nous faisions la vaisselle. En désordre, mais aimante. Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça, admis-je. Tu apprendras. Décembre arriva, et avec lui les dates où ma famille aurait dû être à Hawaï. Du 15 au 30 décembre, je travaillais le réveillon de Noël et le jour de Noël, prenant des gardes pour que mes collègues avec de jeunes enfants puissent être à la maison. Une des mères m'apporta des biscuits. Une autre famille me donna une carte signée par leur fille de 8 ans, qui avait dessiné une image de moi en super-héroïne. J'accrochai le dessin dans mon casier au travail. Le 22 décembre, je reçus un email inattendu. L'objet était « Urgence familiale ». Je faillis le supprimer sans le lire, supposant que c'était une autre manipulation, mais quelque chose me poussa à l'ouvrir. C'était de mon oncle Robert, le frère de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Il vivait à Seattle et venait rarement aux réunions de famille. Barbara, lisez l'email, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents et Jeffrey. Ta mère m'a appelé en pleurant pour me dire comment tu avais gâché leurs vacances. Je lui ai demandé d'expliquer et laisse-moi te dire que je suis de ton côté. Ce qu'ils t'ont demandé était déraisonnable et injuste. Je les ai vus te traiter comme moins que rien pendant des années et je suis désolé de n'avoir jamais rien dit. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu mérites mieux que la façon dont ils t'ont traité. Je fixai l'écran pendant un long moment avant de répondre par un simple merci. Sa réponse arriva en quelques minutes. Je le pense. Reste forte. C'était la validation dont je ne savais pas que j'avais besoin. Quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui avait été témoin de la dynamique, disait que je n'étais pas folle. Je n'avais pas tort. Je n'étais pas le problème. Janvier apporta une nouvelle année et avec elle une paix inattendue. Je commençai une thérapie en utilisant une partie de l'argent que j'avais économisé en ne finançant pas le voyage à Hawaï. Ma thérapeute m'aida à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas seulement du favoritisme occasionnel, mais un schéma de négligence émotionnelle et de gaslighting. Ta famille a créé un récit où Jeffrey ne pouvait rien faire de mal et où tu ne pouvais rien faire de bien, expliqua-t-elle. Et ils ont renforcé ce récit si constamment que tu l'as intériorisé. Tu as commencé à croire que tu étais moins que rien. Je suis une infirmière, dis-je. Je sauve des vies. Pourquoi cela n'était-il pas suffisant? Parce qu'il mesurait la valeur par le revenu et le statut, pas par la contribution. Et dans ce système de valeurs, tu perdrais toujours. Le système était truqué dès le départ. Comprendre cela n'effaça pas la douleur, mais ça aida. Ça m'aida à voir que je ne les avais pas déçus. Ils m'avaient déçu, moi. Février apporta une autre surprise. Jennifer appela, la voix tremblante. J'ai rompu les fiançailles, dit-elle sans préambule. J'ai tout annulé. Que s'est-il passé? Je planifiais le mariage et chaque fois que je mentionnais que je voulais ma sœur comme demoiselle d'honneur, Jeffrey se plaignait qu'elle était en surpoids et qu'elle aurait l'air mal en photo. Puis il a suggéré que mes parents paient pour tout le mariage parce que ses parents le soutenaient déjà tellement depuis des années. Puis il s'est mis en colère quand j'ai fait remarquer que tu avais raison, que sa famille le traitait comme de l'or tout en te traitant comme une ordure. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Ne le sois pas. Tu m'as rendu service. Tu m'as montré qui il est vraiment avant que je ne me lie légalement à lui pour toujours. Alors, merci. Nous parlâmes un peu plus longtemps. Elle retournait dans sa ville natale en Californie, prenait un nouvel emploi avec un meilleur salaire, recommençait à zéro. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours quand je visiterai Portland, suggéra-t-elle. Si ce n'est pas trop bizarre. Ce n'est pas bizarre, dis-je. Ça me plairait. Mars apporta les fleurs du printemps et une lettre, une vraie lettre physique postée de Vancouver. C'était de ma mère. Je débattais de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur, il y avait 3 pages d'écriture manuscrite, le script familier de ma mère. Barbara, commençait-elle. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Ton oncle Robert a dit des choses qui m'ont fait examiner notre relation avec toi différemment. Je vois maintenant que nous avons peut-être été injustes dans la façon dont nous t'avons traité par rapport à Jeffrey. Je ne dis pas que tu avais raison de nous refuser, mais je comprends mieux pourquoi tu as réagi comme tu l'as fait. La lettre continuait. Ce n'était pas tout à fait des excuses, plutôt une reconnaissance.
Elle expliquait qu'elle et mon père avaient été élevés pour valoriser l'ambition et la réussite et qu'ils avaient projeté ces valeurs sur leurs enfants sans considérer que le succès pouvait prendre des formes différentes pour des personnes différentes. Ton père dit qu'il est fier de toi, écrivait-elle vers la fin. Il ne le dira pas encore en face, mais il m'a dit la semaine dernière qu'il avait parlé de toi à ses amis du golf. Il leur a dit que sa fille est une infirmière qui sauve la vie d'enfants. Il l'a dit avec fierté, Barbara. Une vraie fierté. La lettre se terminait par une invitation, rien d'extravagant, juste un brunch du dimanche au Béastro. Pas d'attente, pas d'exigence, juste une chance de parler si tu es d'accord. Je mis la lettre de côté et réfléchis pendant 3 jours. Le 4e jour, j'appelai ma mère. Je viendrai au brunch, dis-je, mais j'ai des conditions. N'importe quoi, dit-elle avec empressement. Plus de comparaison avec Jeffrey. Plus de commentaires sur mon salaire ou mes choix. Plus d'attente que je finance votre style de vie. Je suis votre fille, pas votre plan de retraite. Pouvez-vous accepter cela? Il y eut une longue pause. Oui, dit-elle finalement. Nous pouvons accepter cela. Et une dernière chose, vous devez réellement vous excuser, pas justifier ou expliquer. Vous excuser. Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu as raison. Je suis désolé, Barbara. Je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité. Je suis désolé de t'avoir fait te sentir moins que rien. Je suis désolé de ne pas avoir vu ta valeur. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Avril apporta le brunch. Mes parents étaient discrets, presque nerveux. Jeffrey n'était pas là, ce qui, selon ma mère, était son choix. Il est toujours en colère, dit-elle. Laisse-lui du temps. Ou pas, dis-je. Ça m'est égal. Nous parlâmes prudemment, comme des étrangers apprenant à devenir amis. Mon père me posa des questions sur mon travail, et quand je lui parlais d'une chirurgie réussie à laquelle j'avais assisté, il écouta. Écouta vraiment. Ça a l'air difficile, dit-il. Tu dois être très doué dans ce que tu fais. Ce n'étaient pas les excuses grandioses que j'aurais pu vouloir, mais c'était une reconnaissance. C'était un début. Mais arriva avec une chaleur inhabituelle, et avec elle, l'heure des comptes. Pas la confrontation publique au Béastro ou les mois de silence, mais quelque chose de plus calme et de plus dévastateur pour mes parents. Mon oncle Robert m'appela un mardi soir. Barbara, je dois te dire quelque chose et ça ne va pas te plaire. Que s'est-il passé? Tes parents ont des problèmes financiers. De sérieux problèmes. Je m'assis lourdement sur mon canapé. Quel genre de problème? Le genre où ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années et que ça les rattrape enfin. Ce voyage à Hawaï, ils ne pouvaient pas se le permettre. Même avec ta contribution, ils avaient prévu d'en mettre la moitié sur des cartes de crédit. Mais père a sa pension. Mère a ses investissements. Avait, corrigea doucement Robert. Elle avait des investissements. Ils ont liquidé la plupart d'entre eux il y a 2 ans pour aider Jeffrey avec l'achat de son condo. Et la pension de ton père est solide, mais ils ont dépensé comme s'ils gagnaient le double de ce qu'ils gagnent réellement. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Les sacs à main de créateurs, les clubs de golf, les dîners coûteux, les démonstrations constantes de richesse et de statut. Ils sont fauchés, dis-je sèchement. Ils y arrivent. Ils ont peut-être 6 mois avant de devoir faire de sérieux changements. Vendre la maison. Probablement déménager dans un endroit moins cher. Est-ce que Jeffrey le sait? S'il le sait, il n'a pas offert d'aider, ce qui est culotté vu tout ce qu'ils lui ont donné au fil des ans. Après que nous ayons raccroché, je restais assise dans l'obscurité grandissante et digérais cela. Mes parents avaient été à quelques jours d'un désastre financier tout en exigeant que je finance leurs vacances de luxe. Ils m'avaient traité d'inutile tout en se noyant sous les dettes pour soutenir le style de vie de mon frère. L'ironie était à couper le souffle. Juin apporta la confirmation. Ma mère appela, sa voix mince de stress. Barbara, je dois te parler de quelque chose. J'ai entendu, dis-je. Oncle Robert me l'a dit. Elle fit un petit bruit, presque un gémissement. Nous ne voulions pas que tu le saches. C'est embarrassant. Que pensiez-vous qu'il arriverait, demandai-je, sans méchanceté. Vous avez donné plus de $100 000 à Jeffrey. Vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas en essayant d'avoir l'air de réussir. Pensiez-vous que ça s'arrangerait tout seul? Nous pensions que Jeffrey nous aiderait, admit-elle.
Le moment venu. Nous avons investi dans son avenir et nous pensions qu'il prendrait soin de nous plus tard. Et l'a-t-il fait? Silence. Maman, est-ce que Jeffrey a proposé d'aider? Il dit qu'il a ses propres dépenses maintenant. Il doit reconstituer ses économies après la fin des fiançailles. Il dit, nous devons apprendre à mieux gérer notre argent. Les mots exacts qu'il m'avait dit quand j'avais demandé 5 000 $ pour l'école d'infirmière. Je vois, dis-je. Barbara, je n'appelle pas pour demander de l'argent. Je voulais juste que tu saches que nous vendons la maison. Nous avons trouvé un petit condo à Vancouver que nous pouvons nous permettre. Ça ira? Nous nous adapterons. Nous le faisons toujours. Elle avait l'air si vaincue, si petite. La mère qui avait toujours été plus grande que nature, toujours parfaitement habillée et parfaitement confiante, réduite à cela. J'aurais dû me sentir triomphante. C'était le karma, la justice, la preuve que j'avais eu raison depuis le début. Au lieu de cela, je me sentais juste triste. Avez-vous besoin d'aide pour le déménagement, demandai-je. Non, merci. Mais non, nous avons créé ce gâchis. Nous allons le nettoyer. Juillet apporta le déménagement. Je n'aidais pas, respectant leurs souhaits, mais j'envoyais une carte avec un chèque cadeau pour un restaurant local. Rien d'extravagant. Juste assez pour un bon dîner dans leur nouvel endroit. Ma mère appela quand elle le reçut. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais. Après tout ce que nous t'avons fait subir. Maman, dis-je doucement. Je ne fais pas ça pour être supérieur ou pour prouver quelque chose. Je le fais parce que vous êtes mes parents et que je vous aime même quand vous me faites du mal. Elle pleura alors, pleura vraiment. Je suis tellement désolé, Barbara, pour tout. Pour t'avoir fait te sentir sans valeur alors que tu faisais quelque chose de si précieux. Pour avoir priorisé Jeffrey pour tout. Je sais, dis-je. Je vous pardonne. Et je le pensais. La colère s'était consumée il y a des mois, ne laissant derrière elle que la compréhension. Ils avaient été élevés dans un système de valeurs qui mesurait la valeur par le revenu et le statut, et ils ne l'avaient jamais remis en question. Ils avaient sincèrement cru qu'ils aidaient plus Jeffrey parce qu'il le méritait plus. Ils avaient eu tort, mais ils n'avaient pas été malveillants, juste mal avisés. Nous sommes fiers de toi, dit ma mère. Ton père et moi. Nous aurions dû le dire il y a des années, mais nous sommes fiers de qui tu es et de ce que tu fais. Merci, dis-je. Et cette fois, les mots eurent un écho différent. Cette fois, ils semblaient réels. Out apporta une visite surprise. Jeffrey se présenta à mon appartement un samedi matin, l'air mal à l'aise en jean et t-shirt au lieu de son costume habituel. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Je le laissai entrer, préparai du café et attendis. « Jennifer m'a raconté ce qu'elle t'a dit » dit-il finalement. Sur la rupture des fiançailles, sur ce que j'ai dit à propos de sa sœur. D'accord. J'ai été un idiot avec toi pendant des années, en fait des décennies. Oui, tu l'as été. Il tressaillit mais hocha la tête. Je pensais que j'étais meilleur que toi parce que je gagnais plus d'argent. Je le croyais sincèrement. Et puis j'ai vu maman et papa perdre presque tout parce qu'ils vivaient de la même manière, croyant que l'apparence comptait plus que la réalité. Et j'ai réalisé que je suis juste comme eux. Est-ce que tu t'excuses, demandai-je. J'essaie. Je ne suis pas doué pour ça. Non, tu ne le es pas, il faillit sourire. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si nous pouvons redevenir frères et sœurs. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait de mal. Vois-tu aussi ce qu'ils ont fait de mal, demandai-je. Ou est-ce juste à propos de ta culpabilité? Il y réfléchit. Les deux, peut-être. Ils t'ont laissé tomber, Barbara. Ils t'ont laissé tomber et j'en ai profité. Et je ne l'ai jamais remis en question. Non, tu ne l'as pas fait. Nous restâmes assis en silence un moment, buvant du café. Pour ce que ça vaut, dit-il finalement, j'essaie d'être meilleur. J'ai commencé une thérapie. J'examine pourquoi je valorise les choses que je valorise. C'est inconfortable. La croissance l'est généralement. Il partit peu après. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras ni promis de reconstruire notre relation, mais c'était un début. Peut-être. Septembre apporta un temps plus frais et un nouveau rythme à ma vie. Mes parents s'installèrent dans leur condo à Vancouver, apprenant à vivre selon leurs moyens.
Jeffrey continua apparemment sa thérapie, bien que je l'ai appris indirectement par l'oncle Robert plutôt que directement. Je ne suivais plus leur vie de près. J'avais ma propre vie à vivre. Teresa et moi fîmes un week-end sur la côte, séjournant dans un motel bon marché et mangeant du fish and chips sur la plage. Nous parlâmes de tout et de rien, comme le font les amis. Tu sais ce que j'ai remarqué chez toi, dit-elle alors que nous regardions le coucher du soleil. Tu souris plus maintenant. De vrais sourires, pas les faux que tu faisais près de ta famille. Ah oui? Oui, tu sembles plus légère, comme si tu avais enfin déposé quelque chose de lourd que tu portais. Elle avait raison. Le poids d'essayer de gagner l'approbation de ma famille, de me mesurer constamment à une norme impossible, avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus simple. La paix. Octobre marqua le premier anniversaire de la confrontation au Béastro. Je pensais à marquer l'anniversaire d'une manière ou d'une autre, mais cela semblait inutile. Le jour avait déjà tout changé. Il n'avait pas besoin d'une célébration. Au lieu de cela, je fis une double garde. Un bambin arriva avec une grave crise d'asthme, et je passai 6 heures à l'aider à mieux respirer, à surveiller ses signes vitaux, à parler doucement à ses parents terrifiés. Quand elle se stabilisa enfin et s'endormit, sa mère me prit la main. « Vous êtes un ange » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Prenez juste soin d'elle » dis-je. « C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. » C'était ce que j'avais choisi. Pas l'argent, pas le statut, pas les vacances de luxe. Ce moment, cet enfant qui respire, le soulagement de cette mère. Je ne les changerai pour rien au monde. Novembre apporta de nouveaux Thanksgiving, cette fois dans le petit condo de mes parents. Jeffrey vint aussi, apportant un gratin étonnamment humble et une attitude plus calme. L'endroit est joli, dis-je, et je le pensais. Le condo était petit mais confortable, décoré simplement mais avec soin. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons, dit mon père. Il s'avère que nous n'avons pas besoin d'autant que nous le pensions. Le dîner était simple. Pas de vin cher, pas de plats élaborés, juste du poulet rôti, des légumes et une tarte à la citrouille de la boulangerie de l'épicerie. Et c'était le meilleur Thanksgiving dont je pouvais me souvenir. Nous parlâmes de choses normales. Mon père me posa des questions sur mon travail et je lui parlais d'une chirurgie réussie sur un enfant atteint d'une malformation cardiaque. Ma mère me demanda si je sortais avec quelqu'un et je dis non, mais que j'étais heureuse quand même. Jeffrey parla de sa thérapie et admit qu'il envisageait un changement de carrière. Pourquoi, demandai-je. Je ne sais pas encore. Quelque chose qui a plus de sens. L'immobilier rapporte de l'argent, mais ça ne fait pas de différence, tu sais. Je le savais. Après le dîner, ma mère me prit à part. Je voulais te montrer quelque chose, dit-elle en me conduisant vers une petite étagère dans le coin du salon. Là, bien en évidence, se trouvait une photo encadrée de moi en blouse, tenant un nouveau-né en unité de soins intensifs néonatales. Je ne me souvenais même pas quand elle avait été prise. Ton père et moi l'avons mise là le jour où nous avons emménagé, dit-elle. Nous voulions nous souvenir de ce qui compte vraiment. Pas l'argent, le statut ou les apparences. Juste les gens que nous aimons et le bien qu'ils font dans le monde. Je sentis les larmes me piquer les yeux. Merci. Non, merci à toi de ne pas nous avoir abandonnés même quand nous t'avons donné toutes les raisons de le faire. D'être la meilleure personne. De nous avoir montré à quoi ressemble vraiment la force. Décembre apporta une fête de fin d'année à l'hôpital. Les infirmières et les médecins échangèrent des cadeaux modestes et partagèrent des histoires sur les cas les plus mémorables de l'année. Quelqu'un apporta des biscuits faits maison. Quelqu'un d'autre apporta du cidre chaud. La famille de Trevor s'arrêta avec une carte et un chèque cadeau pour moi. Il allait très bien. Sa mère rapporta qu'il était de retour à l'école et en bonne santé. Vous lui avez sauvé la vie, dit-elle. Nous ne l'oublierons jamais. Je pensais à la question de ma famille un an auparavant. Ça fait quoi d'être l'enfant inutile? Je connaissais la réponse maintenant. C'était comme tenir un enfant qui respirait grâce à mes soins. C'était la gratitude d'une mère. C'était faire une différence dans le monde, une garde à la fois. C'était avoir un but. Ce soir-là, je rentrais chez moi à travers les rues décorées de Portland, passant devant des maisons illuminées de lumière de Noël et des familles visibles à travers les fenêtres. Je pensais à l'année qui s'était écoulée, à tout ce qui avait changé. J'avais perdu la version de ma famille que j'avais toujours voulu, celle qui m'appréciait à ma juste valeur,
qui voyait ma valeur, qui célébrait mes choix. Mais j'avais gagné quelque chose de plus important. Je m'étais gagné moi-même. Mon estime de soi ne dépendait plus de leur approbation. Ma valeur n'était pas mesurée par leurs normes. J'étais assez, exactement comme j'étais. Janvier apporta une nouvelle année et avec elle un message de Jeffrey. J'ai pris un poste dans une organisation à but non lucratif, m'envoya-t-il par SMS. J'aide les familles à faible revenu à trouver un logement abordable. Le salaire est terrible, mais ça semble juste. Je pensais que tu devais le savoir. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours, répondis-je. Ça me plairait. Et je le pensais. Février apporta un café avec Jeffrey. Nous nous retrouvâmes dans un petit café près de l'hôpital et pour la première fois de notre vie, nous parlâmes d'égal à égal. Il me posa des questions sur mon travail avec un intérêt sincère. Je lui posai des questions sur son nouveau travail. Nous ne discutâmes pas du passé ni n'offrîmes d'excuses élaborées. Nous recommençâmes simplement à zéro. J'apprends ce que tu savais déjà, dit-il. Qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Il leur a fallu tout perdre pour le voir, dis-je, et presque tout perdre pour toi. Mieux vaut tard que jamais, non? Peut-être, dis-je. On verra. Mars ramena le printemps, et avec lui, la boucle fut bouclée. Mes parents m'invitèrent à un brunch dans le même bistrot où tout avait explosé 1 an et demi plus tôt. J'ai failli dire non. Les souvenirs de cet endroit étaient encore vifs, encore douloureux. Mais ensuite, j'ai pensé à tout ce qui avait changé depuis ce jour, à quel point j'avais changé. Alors j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés un dimanche matin, nous trois. Jeffrey travaillait et envoya ses regrets. Le bistrot était aussi charmant que dans mon souvenir, la lumière du soleil entrant par les fenêtres et scintillant sur la rivière. Mes parents avaient l'air différents. Plus âgés, certainement, mais aussi plus doux en quelque sorte. Les arêtes vives de leurs anciennes vies s'étaient usées, laissant place à quelque chose de plus authentique. Merci d'être venu, dit ma mère. Je sais que cet endroit recèle des souvenirs difficiles. C'est vrai, admis-je. Mais il est peut-être temps d'en créer de nouveaux. Nous commandâmes simplement. Pas de vin cher, pas de plats principaux élaborés, juste des omelettes, du café et des fruits. Nous voulions te dire quelque chose, dit mon père, l'air nerveux. Ta mère et moi faisons du bénévolat à l'hôpital pour enfants de Vancouver, dans la salle de jeu. Nous lisons aux enfants, aidons aux activités, ce genre de choses. Je le fixai. Vraiment? Nous voulions mieux comprendre ton monde, expliqua ma mère. Voir ce que tu vois tous les jours. Et Barbara, c'est remarquable. Ces enfants, la façon dont ils se battent, la façon dont ils espèrent malgré tout, la façon dont les infirmières prennent soin d'eux avec un tel dévouement. On a enfin compris, dit mon père. Ce que tu fais, pourquoi c'est important, pourquoi tu l'as choisi. Quelque chose se déverrouilla dans ma poitrine. C'était ce dont j'avais eu besoin depuis le début. Pas leur argent ou leur approbation, mais leur compréhension. Leur reconnaissance que mon choix avait de la valeur. Merci, dis-je doucement. Ça signifie tout pour moi. C'est nous qui devrions te remercier, dit ma mère. De ne pas nous avoir abandonnés, de nous avoir montré ce qui compte vraiment. D'être exactement qui tu es, peu importe ce que nous pensions que tu devrais être. Nous parlâmes pendant tout le brunch. Vraiment parler. Ils me racontèrent les enfants qu'ils avaient rencontrés à l'hôpital. Je leur parlais de mes cas et ils écoutèrent avec un intérêt sincère. Quand l'addition arriva, mon père insista pour payer. C'est la moindre des choses, dit-il. Après tout. En quittant le bistrot, ma mère me serra fort dans ses bras. Je t'aime, dit-elle. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le montrer mieux. Mais je t'aime, Barbara. Exactement comme tu es. Je t'aime aussi, dis-je, et je le pensais. Avril apporta un appel inattendu de Jennifer. Elle était de retour à Portland pour une conférence professionnelle et voulait qu'on se voie. Nous dînâmes dans un restaurant décontracté, le genre d'endroit que je pouvais réellement me permettre. Elle avait l'air différente, elle aussi. Plus légère en quelque sorte, sans fardeau. J'ai eu une promotion, me dit-elle. Directrice marketing, bon salaire, de meilleurs avantages, et j'aime vraiment le travail. C'est merveilleux, dis-je. Je te le dois, tu sais.
Si tu n'avais pas tenu tête à ta famille, si je n'avais pas vu à quoi ressemble la vraie force, j'aurais épousé Jeffrey et passé ma vie à essayer de m'intégrer dans ce système de valeurs toxiques. Tu aurais fini par t'en rendre compte, peut-être. Mais tu as accéléré le processus. Tu m'as montré que s'éloigner de quelque chose de toxique n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. Nous parlâmes tard dans la nuit, partageant des histoires, des rêves et des projets. Au moment de nous séparer, j'avais une véritable amie, pas seulement l'ex-fiancée de mon frère. Mais marqua le premier anniversaire du déménagement de mes parents. Ils m'invitèrent à voir comment ils s'étaient installés. Le condo était modeste, mais confortable, rempli de livres, de photos et de preuves d'une vie plus simple. Nous sommes plus heureux maintenant, admit mon père. Il s'avère que nous étions malheureux quand nous essayions de sauver les apparences. Tout ce stress, toutes ces dépenses juste pour impressionner des gens que nous n'aimions même pas, et maintenant, demandai-je. Maintenant, nous vivons selon nos moyens. Nous faisons du bénévolat. Nous passons du temps ensemble. Nous apprécions ce que nous avons au lieu de toujours vouloir plus. C'était la chose la plus proche d'excuses que j'obtiendrais probablement pour les années de comparaison et de critique, mais c'était suffisant. À l'arrivée de l'été, je réfléchis à tout ce qui avait changé depuis ce brunch fatidique 18 mois plus tôt. J'étais entré dans ce bistrot comme quelqu'un cherchant désespérément l'approbation, prêt à sacrifier mon propre bien-être pour des gens qui ne m'estimaient pas. J'en étais sorti comme quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. Les mois qui suivirent avaient été difficiles, voire douloureux, mais ils avaient aussi été nécessaires. Parfois, la seule façon de construire quelque chose de sain est de brûler d'abord ce qui est toxique. Mes parents ne seraient jamais parfaits. Ils faisaient encore occasionnellement des commentaires irréfléchis ou montraient du favoritisme envers les réalisations de Jeffrey. Mais ils essayaient sincèrement de faire mieux. Et cet effort comptait. Jeffrey était sur son propre chemin, apprenant à valoriser la contribution plutôt que la compensation. Nous n'étions pas proches, mais nous étions courtois, parfois même amicaux. C'était plus que ce que j'avais espéré. Quant à moi, j'étais exactement là où je devais être. Travaillant dans une carrière que j'aimais, faisant une réelle différence dans la vie des enfants, vivant selon mes moyens, mais richement de la manière qui comptait. J'avais de nouveau 13 000 $ sur mon compte d'épargne, reconstituant cet acompte. Mais je n'étais pas pressé. J'avais appris que la sécurité ne venait pas de la possession d'un bien immobilier ou d'une certaine somme d'argent. Elle venait de la connaissance de sa propre valeur. D'être confiant dans ses choix, de construire une vie qui s'aligne avec son vrai moi. Les mois qui suivirent cette confrontation m'avaient appris autre chose aussi. La vengeance ne consistait pas à faire souffrir les autres. La vraie vengeance, celle qui guérit vraiment, consistait à refuser de laisser leur jugement vous définir. Mes parents m'avaient traité d'inutile. Ils avaient laissé entendre que j'étais une déception, un échec, un potentiel gâché. Mais chaque enfant que j'aidais à guérir leur donnait tort. Chaque parent reconnaissant, chaque traitement réussi, chaque moment de réconfort que je procurais en temps de crise. C'était là mes vraies mesures de succès. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais la mienne. Dans les semaines qui suivirent cette confrontation, mes parents découvrirent la dure vérité sur les valeurs qu'ils avaient vénérées pendant des décennies. Leur obsession de la richesse et du statut les avait laissés financièrement dévastés et émotionnellement en faillite. Ils perdirent leur maison, leur style de vie confortable, et l'avenir que Jeffrey était censé leur assurer. Mon frère, l'enfant chéri dans lequel ils avaient tout investi, refusa de les aider quand ils en eurent le plus besoin, citant ses propres priorités financières avec les mots exacts qu'ils avaient autrefois utilisés avec moi. Ils furent contraints de vendre leurs biens, de déménager dans un modeste condo, et de faire face à la honte d'admettre leurs erreurs à la famille et aux amis qui avaient observé leur style de vie grandiose pendant des années. L'ironie n'échappa à personne. La fille qu'ils avaient qualifiée d'inutile fut la seule à leur montrer une compassion sincère pendant leur chute, tandis que le fils qu'ils avaient élevé les abandonna complètement. Ils apprirent douloureusement et lentement que la valeur qu'ils avaient attribuée aux gens en fonction du revenu et du prestige était creuse, et que la fille qu'ils avaient méprisée possédait le genre de caractère qui comptait vraiment. En y repensant, je réalisais que le moment où j'ai annulé ce virement ne consistait pas seulement à refuser de financer des vacances. Il s'agissait de me réapproprier ma vie, ma valeur, mon avenir. La vengeance que j'avais prise n'était pas cruelle ou vindicative. C'était simplement l'acte de m'estimer autant que j'estimais les autres, de tracer des limites là où il n'y en avait pas eu, de choisir mon propre bien-être plutôt que leur confort. Et ce faisant, je n'avais pas détruit ma famille.
Je m'étais sauvé moi-même, et finalement, je leur avais donné la chance de se sauver eux-mêmes aussi.